Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Andrea Rainville et je suis une étudiante de maîtrise en lettres françaises à l'Université d'Ottawa. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un travail de recherche réalisé dans le cadre d'un séminaire sur l'orthographe du français. Donc, cette étude s'intitule Étude linguistique de l'écriture inclusive dans Manifeste Céleste, aventure spirituelle en bottes à cap de Patty O'Green. Donc, vraiment une étude linguistique appliquée à un corpus littéraire précis. Alors, commençons. Donc, voici le plan de la présentation. Alors, je vais commencer avec l'introduction, donc la définition de l'écriture inclusive, l'état de la recherche, donc la littérature comme cadre expérimental pour l'écriture inclusive, aussi l'état de l'écriture inclusive dans la littérature québécoise, la problématique et les objectifs, la méthodologie de recherche, donc le corpus et la méthode, et le cadre descriptif, donc les critères de catégorisation, les résultats, la conclusion et la bibliographie. Donc, au début du 21e siècle, l'écriture inclusive gagne du terrain dans les pays francophones, donc notamment au Canada. Donc, la rédaction inclusive, également désignée par les termes féminisation, langue non sexiste, langue inclusive, rédaction non sexiste ou encore communication inclusive, vise à rendre visible dans la langue les femmes et les personnes non binaires en remettant en question l'usage du masculin générique. Donc, ce type d'écriture implique différents procédés ou différentes techniques qui seront présentées plus loin dans la présentation. Et dans le cadre de cette conférence, l'expression « écriture inclusive » sera privilégiée dans la mesure où l'accent est mis sur la dimension écrite, donc ce qui nous intéresse pour ce travail. Donc, l'écriture inclusive s'inscrit dans un mouvement plus large de réduction des inégalités de sexe et de genre sur le plan linguistique par sa volonté de représenter toutes les identités. Donc, l'état de la recherche. Donc, la littérature comme cadre expérimental pour l'écriture inclusive. Donc, bien qu'il existe peu d'études sur l'écriture inclusive dans la littérature, plusieurs vantent les mérites de la littérature comme cadre expérimental pour ce type d'écriture. Donc, il y a la linguiste Céline Labrosse qui souligne dans son ouvrage intitulé « Pour une langue sans sexisme, petit traité pratique pour un usage au quotidien », que la communauté littéraire est l'une de ces communautés qui pourra contribuer à façonner le phénomène de l'écriture inclusive, donc du fait de ces poètes, romancières, dramaturges et nouvellistes, entre autres. Donc, il y a aussi l'étude d'Héloïse Carrier et de Laetitia Chicoine, publiée en 2022, qui s'inscrit dans cette réflexion. Donc, avec l'apparition du pronom « iel » dans le discours en ligne Le Robert en 2021, Carrier et Chicoine utilisent la voie de la littérature pour en explorer l'usage. Donc, elles étudient un corpus de 21 œuvres littéraires en tout genre, en tout style et en provenance de différentes parties de la francophonie, donc des œuvres parues entre 2014 et 2022. Et elles insistent sur le fait qu'une bonne partie de ces œuvres sont en fait des œuvres de science-fiction, donc un genre qui peut participer à la réflexion sociale et par le fait même à la réflexion sur la langue. Donc, dans leur conclusion, Carrier et Chicoine formulent le constat suivant. Donc, ce qu'il est possible d'affirmer est que IL est le pronom non-binaire le plus utilisé et que l'utilisation de pronoms neutres a subi une ascension importante au cours des dernières années en littérature. Cependant, la multitude de pronoms, d'utilisation et d'accords confirme que l'écriture non-genrée est encore à son stade exploratoire. Donc, d'une œuvre à l'autre, c'est tout le système qui est susceptible de varier. Donc, on peut voir que l'écriture inclusive n'est pas uniforme, que les emplois varient d'une œuvre à l'autre. La pratique des néopronoms est récente dans la littérature de langue française. Donc, la littérature apparaît comme un cadre privilégié pour explorer ce type d'écriture. Donc, il convient maintenant d'examiner brièvement l'état de l'écriture inclusive dans le paysage littéraire québécois
contemporains, comme cette étude s'appuie sur l'une de ses œuvres. Donc, dans un article pour Le Devoir, la journaliste Catherine Lalonde indique que l'écriture inclusive se trouvait déjà dans les essais et les récits québécois depuis un certain temps. Cependant, elle commence seulement à apparaître depuis peu dans les œuvres de fiction, donc dans la poésie, le roman, la traduction aussi. Actuellement, donc, les maisons d'édition ne prescrivent pas l'utilisation de l'écriture inclusive donc, dans les œuvres. C'est vraiment un choix qui revient aux auteurs et autrices. Donc, c'est pas du tout imposé, même que dans l'article, on disait que la majorité des œuvres littéraires publiées au Québec continuent d'employer l'écriture traditionnelle. Donc, le recours à l'écriture inclusive dans la littérature québécoise reste récent et en cours d'expérimentation. Donc, voici quelques œuvres littéraires issues du corpus de Carrier et Chicoine qui utilisent l'écriture inclusive. Donc, pour vous donner une idée, peut-être que vous les connaissez. Donc, il y a Valide de Chris Bergeron, publié en 2021, donc, qui est un roman autobiographique de science-fiction. Donc, After de Jean-Guy Forget, publié en 2018, qui est un roman d'autofiction. Et Les Enragés de Valérie Bas, publié en 2021, qui est un recueil de nouvelles sur la résistance. Donc, passons maintenant à la problématique et les objectifs. Donc, comme peu d'études sur l'écriture inclusive en littérature ont été menées, notre étude répond à un besoin identifié. Donc, l'étude de Carrier et Chicoine, comme on l'a vu, qui explore l'emploi du pronom « iel » dans la littérature francophone, constitue un point de référence. Et puis, à partir d'une analyse quantitative, nous souhaitons étendre la réflexion à un corpus présentant une variété de procédés d'écriture inclusive. Aussi, nous avons retenu le corpus littéraire québécois, étant donné que l'écriture inclusive est déjà explorée, comme on a pu le voir, par les auteurs et autrices québécoises. Donc, elle a déjà fait son entrée dans la littérature québécoise. Donc, cela dit, la problématique est la suivante. Donc, comment l'écriture inclusive est-elle employée à l'intérieur d'une œuvre littéraire donc francophone, donc en l'occurrence québécoise? Quelles techniques d'écriture inclusive sont privilégiées? Quelles tendances peut-on observer et une forme d'écriture inclusive ressort-elle plus qu'une autre? Donc, les objectifs. Alors, cette étude vise à proposer un aperçu de certains choix et tendances en matière d'écriture inclusive à l'intérieur d'un corpus littéraire québécois, donc du 21e siècle, tout en contribuant à une meilleure compréhension de ce phénomène en pleine évolution. Donc, la méthodologie de la recherche. Donc, le corpus, comme je le disais, est constitué d'une œuvre littéraire québécoise qui comprend une variété de techniques d'écriture inclusive. Donc, l'œuvre Manifeste céleste, aventure spirituelle en bottes à cap, publiée en 2021 de Patty O'Green, répondait à ces deux critères. Donc, quelques mots sur l'autrice. Alors, Patty O'Green est l'extension identitaire, donc le pseudonyme de l'autrice. Donc, elle est présentée comme une historienne de l'art, une horticultrice, arboricultrice, forestière urbaine et yogini. Donc, Manifeste céleste, aventure spirituelle en bottes à cap est un essai autobiographique. Donc, l'œuvre explore les réflexions intérieures de la narratrice au cours de son cheminement de vie. Donc, à travers ses nombreuses expériences de vie comme horticultrice, comme étudiante inscrite à une formation professorale de yoga, comme docteur des arbres à Montréal, comme fonctionnaire et même comme mère, la narratrice aborde les thèmes du jardinage, du corps, de l'épanouissement personnel, de l'amour et plus encore. Donc, le tout s'exprime vraiment dans une écriture intime et spirituelle. Quelques mots aussi sur la relation entre O'Green et l'écriture inclusive. Donc, c'est quelque chose qu'elle met en œuvre depuis la publication de son premier roman en 2015. Et elle dit aussi employer systématiquement l'écriture inclusive dans ses courriels, ses lettres, par exemple. Donc, la méthode.
Donc, cette étude a pour objectif d'analyser les différentes techniques d'écriture inclusive dans l'œuvre littéraire en question et d'établir une classification de celle-ci. La démarche adoptée est essentiellement quantitative. Donc, chaque élément, y compris ceux intégrés dans des groupes nominaux, sera classé individuellement. Il sera donc possible d'observer certaines tendances et certains choix de l'autrice par rapport à l'écriture inclusive. Donc, passons maintenant au cadre descriptif choisi pour l'organisation et la classification des grandes catégories d'écriture inclusive dans le corpus. Donc, la classification s'inspire en fait des classifications proposées dans 2 ouvrages, soit dans le guide manuel d'écriture inclusive publié en 2019 de Haddad et collaborateurs, et aussi l'ouvrage Le langage inclusif, pourquoi, comment, publié en 2018, donc d'Eliane Viennot. Donc, Haddad et collaborateurs répertorient 5 grandes catégories d'écriture inclusive à partir desquelles notre typologie a été fondée. Les auteurs parlent d'accorder en genre les noms de fonctions, grades, métiers et titres, ou ce qui revient en fait à la féminisation des noms de fonctions, grades, métiers et titres. Aussi, user du féminin et du masculin par l'énumération par ordre alphabétique, donc ce qui revient à la double flexion. L'usage raisonné du point médian ou de façon plus générale la technique des abréviations ou doublets abrégés par exemple. Les termes épicènes, c'est ça, et le rejet des antonomases des noms communs hommes et femmes. Puis la typologie, comme je le disais, s'appuie aussi sur 3 catégories supplémentaires présentées dans l'ouvrage de Viennot. Donc, il y a les termes collectifs, les néologismes et l'accord selon le sens. Donc, maintenant, nous allons nous pencher sur quelques exemples qui se trouvaient dans le corpus pour chacune des 8 catégories que je viens de nommer, afin d'illustrer un peu mieux ces différentes techniques. Donc, comme je le disais, la féminisation vise à mettre en lumière la présence des femmes dans la société. Donc, je vous présente quelques exemples du corpus. Donc, par exemple, il y avait patronne, docteur avec E et musicienne. Donc, la double flexion, c'est l'utilisation simultanée de termes au féminin et au masculin. Donc, Haddad et collaborateurs indiquent que la double flexion doit suivre l'ordre alphabétique, ce qui n'est pas le cas dans le corpus, donc comme on peut le voir avec celui ou celle, son ou sa et ce et celle. Mais on a quand même une utilisation simultanée donc des termes au féminin et au masculin. Donc, les abréviations. Alors, cette technique concerne l'utilisation de signes typographiques comme les parenthèses, la barre oblique, la majuscule, le point final, le tiret ou le point médian. Donc, Haddad et collaborateurs recommandent l'utilisation du point médian comme technique d'abréviation privilégiée puisque le point médian n'est utilisé dans aucun autre contexte. Donc, en l'occurrence, la seule technique d'abréviation présente dans notre corpus est le point médian, comme on peut le voir ici avec ami, un ou une, allié, figurant et figurante et ennemi. Donc, maintenant, les termes épicènes. Donc, ce sont des termes qui conservent la même forme au masculin et au féminin. Donc, dans la classification, les noms ont été retenus, mais aussi les adjectifs. Dans ce cas-ci, on a plus des noms, donc enfant, puisqu'on peut dire un ou une enfant, son ou sa partenaire et poète. Donc, le rejet des antonomases, maintenant homme et femme. Donc, ces antonomases utilisées pour désigner l'espèce humaine ne sont pas inclusives. Donc, par exemple, homme, donc avec le H majuscule, est un terme du masculin générique. Donc, le corpus proposait des solutions plus inclusives comme quiconque, personne ou encore être humain. Donc, les termes collectifs. Donc, ici, on passe à la typologie inspirée de Viennot.
Donc, Viennot recommande l'utilisation de termes collectifs comme alternative à la double flexion qui entraîne inévitablement des répétitions. Donc, en ce sens, les termes collectifs désignent des ensembles et offrent une solution plus concise, comme on peut le voir ici avec collectivité et visite, donc à la place de visiteurs et visiteuses, par exemple. Donc, on mise vraiment sur des ensembles et la tablée, donc, qui fait référence aux gens assis autour d'une table. Donc, les néologismes. Donc, c'est une catégorie qui concerne les nouveaux mots. Donc, selon Viennot, les néologismes peuvent être utilisés donc, soit dans les généralisations, soit pour les personnes qui refusent de s'inscrire dans la binarité du genre ou qui ne peuvent pas. Donc, le corpus comprend seulement que des néopronoms. Donc, je vous en présente quelques-uns. Il y avait ceux, tous et iel. Enfin, il y a l'accord selon le sens. Donc, ici, c'est l'idée de la primauté de la logique sur la forme. Donc, dans le premier exemple, l'accord se fait au féminin, donc pour refléter l'identité de la narratrice malgré l'emploi du masculin Gémeaux. Donc, comme on peut voir, tirailler est au féminin. Par ailleurs, certaines formes figées prennent aussi le féminin selon le contexte, donc comme dans les deux exemples qui suivent, le premier, donc dans ce contexte-là, on parlait de femmes, donc on accusait les quelques-unes et chacune, par exemple. Donc, maintenant, je vais vous présenter les résultats. Donc, c'est ça. Donc, les résultats se trouvent dans ce tableau. Donc, on a les différentes techniques d'écriture inclusive recensées, donc les 8 techniques. On a un exemple pour illustrer chacune des techniques, donc à titre de rappel. Le nombre d'occurrences pour chacune des techniques et le nombre total s'élève à 514, comme on peut le voir, et aussi les pourcentages. Donc, ce qu'on remarque, c'est que la technique d'écriture inclusive la plus employée est celle des termes épicènes, avec 205 occurrences, donc pour 39,9%. Donc, nous émettons pour hypothèse que cette technique est peut-être plus ancrée et intériorisée dans l'écriture à comparer à d'autres qui sont relativement récentes, comme les néologismes. Donc, la technique d'écriture inclusive la moins employée est celle de la double flexion, donc avec seulement 6 occurrences, donc 1,2%. Donc, c'est ça. À titre de rappel, c'était une technique qui renvoie à l'utilisation simultanée du féminin et du masculin. Donc, la conclusion et la discussion. Donc, en somme, l'écriture inclusive est un phénomène récent dans la littérature de langue française, comme le soulignent Carrier et Chicoine dans leur étude sur les néopronoms à partir d'un vaste corpus littéraire francophone. Ce type d'écriture varie d'une œuvre à l'autre, rendant difficile l'identification de tendances claires. Donc, l'œuvre de Patty O'Green constitue un exemple riche et diversifié, empruntant différentes techniques d'écriture inclusive. Donc, comme on a pu le voir, elle répertorie 8 différentes techniques distinctes qui ne sont pas appliquées de manière uniforme. Donc, cette étude a permis de mettre en lumière les choix et les tendances de l'autrice en matière d'écriture inclusive. À un stade où l'écriture inclusive dans la littérature est un phénomène relativement nouveau et que ce choix revient entièrement aux auteurs et autrices, le style des auteurs et autrices a sûrement un rôle à jouer dans les résultats. Enfin, cette étude peut servir de base à d'autres études visant à recenser des éléments d'écriture inclusive dans un corpus littéraire francophone, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de ce phénomène en pleine évolution. Donc, merci pour votre écoute et on a la bibliographie aussi.